Ok, Bentoula, bonjour, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ouais, Hachem, très bien. Baruch Hashem. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter la famille? Je sais qu'on a une photo de famille. On va mettre ça. Je vais ouvrir Comme ça. Comme ça, on pourra le toujours, faire. je suis Maria Myriam Haddad de Milan et voilà, nous sommes en Shlichut depuis le Rosh Chodesh Shvat Tavshin Nun Aleph 5751 qui correspond au 15 janvier 1991. Nous sommes arrivés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui alors était appelée le Zaïre. Mhm. Ok, alors, ça, c'est la famille. Alors, qui on voit ici dans la famille? Je sais pas si vous voyez l'écran. Alors, je ne vois pas l'écran avec Un vous. instant, un instant, un instant. On va essayer de faire mieux. Ok, c'est bon? Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez maintenant l'écran ou c'est toujours pas? Je ne vois pas d'écran. Malheureusement, je ne vois pas d'écran. Ok, alors, on Mais... a la famille, une photo de famille. Du temps Alors, que dans la- la famille, c'est une photo qui date à peu près de 4 ans. Alors, normalement, il y a moi, il y a ma femme, il y a ma grande fille, Debbie, qui aujourd'hui est shloucha, qui est mariée à Yerachmiel Ben Saïd, et qui Mhm. aujourd'hui, ils sont shlouchim en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y a mon fils, Binyamin, qui est shliach à Levallois-Perret, chez son beau-père, le Rav Shlomo Azoulay. D'accord. Après, il y a ma fille qui vient de se marier à Yossi Nemni de Milan et ils viennent de se marier, donc ils vont. Corona a un peu dérangé les choses, donc ils devraient aller à New York. Bon, pour l'instant, ils sont à Milan. Ils Ok. sont à Milan. Et il y a ma plus jeune fille, Sosha, qui l'année dernière a étudié au séminaire de filles à Yerushalayim. Et cette année, elle est à Paris. Elle étudie à Paris. D'accord, super. OK, ben merci beaucoup. Alors, est-ce que votre femme parle français aussi? Oui, ma femme parle français, puisque ses parents sont aussi du Maroc. C'était un des premiers shluchim, le Rabbi Shloch Haddad et son épouse sont une des premiers shluchim que le Rabbi a envoyé à Milan pour s'occuper de la communauté sfarade. Mhm. Et il y est resté jusqu'à ces derniers jours, jusqu'à qu'il est monté en Israël suite à des problèmes médicaux. Ouais, 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 fashion. OK. Alors, donc vous êtes parti en Shlichut avant Gimel Tammuz. Pourquoi la Shlichut? Pourquoi partir en Shlichut? Nous avons été envoyés par le Rabbi avant Gimel Tammuz, bien sûr. Comme on a dit, Rosh Chodesh Shvat Tafshin Nun Aleph, on a reçu la réponse du Rabbi. Bepoel, je me souviens, c'était Or Zain, Or les Ner Shvi Shel Chanukah. Pour la Rabbi Chanukah, ok. Klein dans le temps, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas WhatsApp. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Ouais. Donc, je me souviens, on était devant ça, il m'attrape, il me dit, où est-ce que tu es? Je te cherche. Il me montre le peut-être la réponse que le Rabbi a donnée, que le Rabbi nous donne Askama Obracha pour aller en Shlichut. Et donc voilà, c'était un jour, on célèbre toujours ce jour-là, la veille la septième bougie de Hanouka. Et Poël, on est arrivé en Shlichut, dans Chodesh Shvat, quelques mois plus tard. Ouais, enfin, c'est un mois après, un mois. La septième bougie, c'est presque généralement Rosh Chodesh, c'est Tevet. Exactement, ah, Donc, exactement. Et ça coïncidait aussi avec la guerre du Golfe. C'était une date fatidique, le 15 janvier. Le monde entier, si vous vous souvenez, ça pensait que la terre allait s'écrouler. Il y avait les Iyumim des scuds de Saddam Hussein. ouais. Israël se vidait, tous les Talmidim des yeshivot non Chabad rentraient, retournaient à New York ou en Europe. Il y a que les Chabad que le Rabbi avait encouragé, que le Rabbi disait que rien ne se passera en Israël. En Israël, c'est l'endroit le plus sûr. Et que le Rabbi continuait à encourager à rester en Israël, ne pas bouger d'Israël, c'est l'endroit le plus sûr. Et donc, bien sûr, comme si rien n'était, on a pris l'avion, je me souviens, il était à moitié vide. On est arrivé à Kinshasa ce 15 janvier 91, donc à minuit, avec les premières frappes aériennes qui sont tombées sur l'Irak. Ouais. Ouais. Alors, pourquoi partir en Shlichut? Pourquoi pas rentrer, trouver un travail tranquille en Italie
ou ailleurs? Pourquoi la shlichut? Eh ben, je pense on a été élevé comme ça. Vous voyez, le rabbi, toute l'essence même du rabbi était de se donner à un autre juif. Toutes les sikhot du rabbi, le rabbi pouvait rentrer dans le discours le plus profond dans la Torah, mais il y avait quelque chose, une leçon qui sortait, c'était de faire diffuser cette lumière, d'aller vers autrui. Tant que tu ne vas pas vers autrui, tu n'as rien fait de ta mission. Tu peux être assis, tu peux être... Et c'est comme ça qu'on a été élevé chez le rabbi, qu'on attendait ce moment-là, comme Rabbi Akiva disait dans la Gemara que Mata Yavel Yadi Vaikaimen Asur Mesirat Nefesh, un shliach Chabad qui avait vécu chez le Rabbi, surtout dans les années où on était, je pense que vous étiez à la même époque que moi, si Ouais, ouais. on pensait, on réfléchissait que par la shlichut, c'était ça notre raison. Et le jour où on devenait shluchim, c'était un grand yom tov pour nous. Ouais, Hashem. Est-ce que pour nous parler un peu de la communauté? Alors, c'est quoi la communauté au Kinshasa ou en Afrique? Alors, la vérité, moi, j'ai commencé comment? J'étais un bachour et on a commencé avant le mariage à aller. On a commencé d'abord à aller en Côte d'Ivoire. J'avais quelqu'un que je connaissais en Côte d'Ivoire. Un jour, je suis allé chez Merkaz, chez Moshe Kotlarski, et je lui ai dit c'était Shna Tayel Vayalda Tafshin Memchet, si je ne me trompe pas, où le rabbi a encouragé de faire Shna Tayel Vayalda. Shnat Binyan, c'était En aussi 88, l'année de l'enfant, l'année de l'enfant. Ouais. et c'était aussi le Rambam aussi, de faire de Siumé Rambam, ça condition. Donc, j'ai convaincu Ramesh Kotlas qui nous laisse aller en Côte d'Ivoire. Et on devait partir Chavbet Shvat en Côte d'Ivoire pour une semaine en Mivtsaïm. Et Chavbet Shvat est arrivé, même Chet, c'est quand la Revetzin le soir a quitté le monde. Donc, bien sûr, on a poussé ça d'une semaine. Après la Shiva, on est monté dans l'avion avec la bracha du Rabbi, moi et mon Chaver, et on est arrivé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'était la première shlichut en Afrique. Et on a vu la communauté. Il y avait une communauté de 200 personnes dans le temps. Ça a commencé là-bas. Quelques mois pendant les mois d'été, quand tout le monde va en Mecca Shlichut, je dis à Moshe Kotlarski, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas l'Afrique? Voilà, on peut aller dans 5 pays d'Afrique pendant le mois de Elul, ça tombait pendant le mois de juillet-août. Donc on a fait à ce moment-là 5 pays d'Afrique, on a fait la Côte d'Ivoire, on a fait le Nigeria, on a fait le Ghana, on a fait le Kenya, et on est arrivé au Congo, qui alors s'appelait le Zaïre, là où je suis maintenant. Et donc, on est arrivé là-bas une semaine, 2 semaines avant Rosh Hashanah. Et il y avait une communauté qui était avec beaucoup d'enfants. C'était avant tout les problèmes qui puissent surgir au Congo, au Zaïre. Et on s'est lié avec la communauté. On a fait on est même resté pour Rosh Hashanah là-bas. On est parti. On est parti juste après Rosh Hashanah. On est retourné chez le Rabbi. Puis après, on est revenu faire un Gan Israël à Hanouka. Puis après, je me suis marié et il y avait déjà eu 2, 3 douchot comme ça. Et le secrétariat du Rabbi nous a proposé, suite à toutes les douchot qu'on a données, pourquoi pas nous ouvrir un Bet Chabad au Congo, au Zaïre, qui sera un centre, si vous voulez, pour tous ces pays où il n'y a pas de communauté, ce n'est pas des grandes communautés, il y a 100 personnes, 200, 300, 400, ce n'est pas des communautés avec 5000 personnes, mais il y en a quand même une douzaine, une quinzaine à travers l'Afrique comme ça. Et donc, ils nous ont proposé ça, le Rabbi nous a proposé ça à travers son secrétariat. On est bien sûr directement, on a sauté sur l'occasion. Et voilà, c'est comme ça qu'on a abouti à des shluchim au Congo, qui était en fin de compte un centre, qu'à partir de là, on devait rayonner sur toute l'Afrique noire, sur toute l'Afrique subsaharienne, sur toute l'Afrique centrale. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on va fêter 30 ans au mois de Shvat prochain, de cette année qui arrive. Aujourd'hui, on a Baruch Hashem, on a 10 Bate Chabad dans 10 pays d'Afrique. Notamment on a en Nigeria, on a en Angola, on a au Congo chez nous bien sûr, on a en Tanzanie, on a en Ouganda, on a en Angola, on a en Côte d'Ivoire, on a au Rwanda, on a en Éthiopie, on a au Kenya, on a 10 Bate Chabad avec des couples qui sont là, avec leurs enfants, qui sont installés, qui vivent, ils ont
Dans certaines communautés, il y a beaucoup d'enfants, donc ils font des Talmud Torah, ils font des activités, ils font des Gan Israël. Personnellement, au Congo, quand je suis arrivé, on avait 3 classes d'enfants qu'on a donné des cours 2 fois par semaine, moi et ma femme. Après, avec le temps, avec les guerres qui sont arrivées là-bas, la donne a changé. Donc, c'est devenu plutôt, les familles sont moins restées au Congo. Et c'est des hommes d'affaires qui sont là, ou des couples qui vont et qui viennent. Dans d'autres pays d'Afrique, quand je vois les shlochim qui sont là, ça me rappelle les premières années où aussi on avait beaucoup d'enfants. Et il y a des mikvot qui sont construits, il y a beaucoup d'activités. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui m'appelle et qui me dit je veux aller en Côte d'Ivoire ou je veux aller au Nigeria, il y a à manger là-bas, il y a des shiurim, tu peux vivre une vie là-bas. Chabad n'est pas... Les gens se trompent toujours, ils pensent que Chabad sont là pour donner à manger, ils sont là pour... Chabad sont là pour s'occuper de chaque juif dans tout, que ce soit l'étude, que ce soit la Torah, que ce soit à manger, que ce soit... On a même, malheureusement, des fois, on doit enterrer des personnes. Des fois, il y a des personnes qui décèdent dans des trous perdus et on doit s'occuper. On a fait plusieurs fois, on les a enterrés, on les a amenés ou on les a rapatriés. Vous avez créé des cimetières juifs en Afrique? Alors, il y a Des gens partent. au Congo, au Kenya, en Éthiopie, si je ne me trompe pas, il y a des cimetières juifs qui sont là. Il y avait des communautés qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs se sont installés dans ces pays-là et ont trouvé un refuge, ont trouvé un grand moyen de parnassa. Donc au Congo, on a 3 cimetières. On ne les utilise plus aujourd'hui, grâce à Dieu. On essaie de ne pas mourir du tout. Mais D'autres projets? voilà. Mais sinon, la plupart des gens sont rapatriés. On les rapatrie dans leur pays. Mais des fois, tu as des gens qui n'ont pas des moyens. Ça coûterait, je rapatrier un corps, ça coûte un moyen de 15 000 euros. Et des fois, on a des gens qui n'ont pas ces moyens-là. Donc, on veille à ramasser l'argent, à les amener ou en Israël ou là où leur famille nous demande de le faire. Mais en général, on est là. Chabad, c'est une Torah de vie. On s'occupe des vivants, on s'occupe des Juifs en chair et en os qui sont là et on leur insuffle un souffle de Torah et de mitzvot et de beauté dans le judaïsme, comme tous les shlorim font, je pense. Donc, il y a à peu près combien de personnes, je ne sais pas, au Congo, combien de gens que vous touchez? Chaque endroit est différent. Dans certains, il y a des fois 100 personnes qui sont là, mais tu as un flot de 200 personnes qui va et qui viennent. Il y a d'autres pays où tu as des sociétés qui construisent, donc il y a plus, ils amènent des familles, donc il y a plus de... Ce qui est intéressant dans l'Afrique, c'est que ça change tous les jours. Ça veut dire que tu ne peux pas construire et dire, voilà, ce ne sont pas des communautés typique. Ouais. Une personne qui est là aujourd'hui, dans 3 mois, il ne sera plus là. Une personne qui est dans ton shiur aujourd'hui, tu ne peux pas prendre un cher avec lui parce que dans 6 jours ou dans 4 jours, il doit rentrer et il revient. Donc, c'est vraiment un autre challenge, si tu veux. C'est pris au jour le jour, au Shabbat. Chaque cas est pris séparément et dans le moment. Super, OK. Et alors, parler français, j'imagine que c'est un avantage en Afrique? Alors oui, au Congo, oui, parce que c'est le Congo belge. Ça a été colonisé par le Congo, donc on parle français comme en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres endroits où on parle anglais. Au Nigeria, par exemple, au Ghana, on parle anglais. Chez moi, c'est un atout de parler français puisque la population, c'est la première langue. C'est la langue nationale, c'est le français. Donc, Il reste encore des pays où on parle le portugais? ah oui, en Angola, on parle Voilà, le on parle le portugais. portugais. Au Mozambique, oui. En Ouais. général, c'est le français, l'anglais, le portugais, et il y a un pays qui parle espagnol, qui est la Guinée équatoriale. D'accord. OK. Alors, à quoi ressemble une journée typique au Bet Rabat pour vous? Alors, regardez, au tout début, on se levait, on était seul. Et puis, il n'y a pas de minyan, il n'y a rien du tout. Tu dois prier, tu dois... Il n'y avait même pas d'Internet ou de WhatsApp. Ah non, je me souviens quand Internet est arrivé, ça descendait, on ne connaissait pas d'abord. Donc, quand ça descendait même à 1 à l'heure, c'était pour nous quelque chose de Ouais. magnifique. Et des images. Juste pour te dire, quand je suis arrivé au Congo, il n'y avait pas de téléphone.
pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone avec des lignes. Les téléphones avec des lignes, il y en avait, mais c'était d'abord que dans la ville, et il ne marchait pas toujours. Et si tu voulais un téléphone avec le nodal, c'est-à-dire avec l'extérieur, alors ça te coûtait un peu plus et ça ne marchait pas tout le temps. Donc, il fallait appeler la poste et passer ta commande de téléphone. Tu leur dis, voilà, je vais avoir le Canada, la France, le Brésil. Et ils t'appelaient au milieu de la nuit, ils te disaient, voilà, vous avez le Oui, Canada, la poste, puis après, ils te facturaient. Mais il n'y avait pas de téléphone. Et je me souviens, avant de venir en Schlirout, il y a un gentil monsieur du Canada qui m'a offert, puis je suis de Montréal, il m'a offert un computer en 91. Regardez bien, les computers portables aussi, c'était une nouveauté, en couleur. Donc, les computers dans le temps, c'était complètement ouais. d'autres, complètement avec des grandes disquettes. Et j'étais le premier computer au Congo. Celui qui me voyait, il pensait que j'étais un grand homme d'affaires avec. Ah, ben, attends. À le computer et on faisait la paracha de la semaine avec, on imprimait, qui nous prenait des heures parce qu'il fallait tout taper. Il y avait pas, il y a pas on ne peut même pas comparer. Aujourd'hui, je me souviens, je suis arrivé à New York l'année dernière, j'avais perdu mon téléphone. J'ai oublié mon téléphone et j'ai dû acheter un téléphone à 2 sous. Et je ne savais pas l'utiliser. C'était tellement. Je Il y a d'autres savais choses plus qu'on comment. peut faire avec. Exactement. Donc, dans le temps, quand on se levait, alors on allait voir des gens, j'allais voir des gens dans des bureaux, on mettait les tefillines, on mettait les mezuzot, on créait un lien avec des gens, le Shabbat, et des fois, pendant des années, j'avais 2, 3 personnes. Le vendredi soir, il y avait toujours du monde. Les Juifs savent, le soir, partout, les Juifs savent prier. Le matin, c'est plus compliqué. Donc, on avait 2, 3 personnes, moi et mon fils qui avait 3 ans. Et alors, je faisais la prière, et une autre personne qui venait. Pendant 1, 2 ans, comme ça, le Shabbat, on n'avait pas Minyan. Mais je faisais toute la tefila comme s'il y avait Minyan. C'est comme ça que mon fils a appris à prier mot par mot, toute la prière. Ouais. Et puis après, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a Shachrit, Mincha, Arvit tout le temps. C'est sûr qu'il faut être derrière, mais on a tous les jours Shachrit, Mincha, Arvit. On a un breakfast après ça. On a Shabbat, on a aussi les tefilot. Baruch Hashem, les temps changent. Et c'est un peu comme un enfant, quoi, de la shlichut. Ouais. Il y a des étapes qu'on doit passer. Bien sûr. Alors maintenant, c'est quoi? Donc, il y a les minyanim, il y a des shurim. On a des Minanim, on a des Shiurim, on a aussi d'autres pays à ouvrir, à s'occuper des autres shluchim qui sont arrivés dans d'autres endroits. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a 10 pays d'Afrique. Dans le temps, on devait ou soit même voyager quand il y avait des choses pareilles. Bon, on a encore quelques pays à ouvrir avec l'aide de Dieu. Et il y a toujours un travail monstre, il y a toujours des Juifs qui vous demandent. Il y a aussi au niveau local, il y a beaucoup de demandes de savoir sur le judaïsme, de connaître des demandes de conférences, des demandes auxquelles on doit répondre, puisque notre rôle est d'être une lumière pour l'humanité, pour le pays où on se trouve. Donc, grâce à Dieu, on est assez. Il y a aussi, on fait un peu d'humanitaire aussi quand on doit faire, quand on peut aider le pays là où on se trouve. Il y a plusieurs œuvres caritatives que Chabad font un peu partout dans le monde. Et voilà quoi, donc on est assez pris dans la journée, on est assez occupé. On doit Il aussi y a, amener des shochatim des fois pour faire la viande cachère. Je pense que je vous envoyerai. il y a des euh, photos. On a des photos. Bon, si je peux partager l'écran, là où il y a des photos. Alors, si je peux, il y a une photo, la photo de famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez l'écran ou pas? Je n'ai pas l'écran. Non. Bon, alors on va avancer. Alors, voilà, j'ai une photo de la Shrita pour les gens qui veulent voir. On voit deux personnes qui sont en train de regarder le poulet. Oui, ça, ah oui, ça voilà, je vois la photo maintenant, oui. Ah, Ça, ok, c'est super. le Shohatim d'Israël, de 2 amis qu'on avait amenés. Donc, Mhm. c'était une usine ultramoderne qui appartient à des Israéliens. Donc, bien sûr, on l'a nettoyé, on l'a rendu apte à pouvoir être utilisé par nous. Et on a fait une production de 1000 poulets en 3, 4 jours qui ont été. On a fait la shrita, la melicha et l'emballage. Et ça a été storé, puis c'est parti, ça a été vendu des fois distribué, des fois donné, enfin chaque Ouais. de la communauté.
Et Vous après, avez ça, créé il y a des magasins cachers qui ont été créés maintenant? non, alors en fin de Ouais. compte, il y a eu plus. Il y a le vin cachère. Il y a, vous allez, c'est dommage que je n'ai pas envoyé une photo de ça. Il y a quelqu'un qui amène le vin cachère et vous pouvez trouver à peu près une cinquantaine, soixantaine de différentes sortes de vins. Du vin Géoula d'Israël à 6 dollars, au Cabernet Sauvignon, Mouton Cadet, ou bien Baron de Rothschild, les meilleurs vins. Il y a des champagnes aussi qui se vendent, toutes des productions cachères avec toutes sortes d'Hercher, d'Achari, Zakbar, enfin je préfère publicité de tout le monde, mais les meilleurs Hercher que vous pouvez penser, vous trouvez ça à Kinshasa au point que des fois, vous allez dans des ambassades pour des cocktails où vous êtes invité et on sert du vin cachère par défaut parce que. Non. Il y avait une photo qui m'a fait penser à quelque chose. OK, je ne sais pas si c'était celle-là ou une autre. Voilà, celle-là. OK. Je ne sais pas si vous voyez. Ça doit être une fête de Hanouka avec des gâteaux. Attendez voir. Oui. Où est-ce C'est qu'on pas. trouve des gâteaux cachés alors à Kinshasa? Comment ça se passe? Ah, ben, on va dans une pâtisserie où on connaît le propriétaire, on cachérise ce qu'il faut cachériser et on fait des beignets, des gâteaux cachers. Ces beignets-là, ça ont été faits chez nous. Mais on a des pâtisseries comme le pain aussi. Il y a une boulangerie française qui fait du pain, qui fait des baguettes. On regarde la farine, on fait ce qu'on doit faire, on allume le feu. Et on a Mhm. du pain cachère chaque semaine. On fait à peu près 300-400 pains, mais dans des freezers, et les gens viennent, ils achètent. Et la même chose pour les gâteaux. S'il y a des commandes de gâteaux, ça prend un peu plus de temps à faire des gâteaux. Je préfère Ouais. du pain que des gâteaux, mais bon, on est Ouais, là pour, euh, pour rendre le judaïsme accessible à tout le monde. bien sûr, bien sûr. Alors, quelles sont les difficultés particulières qu'il y a à votre Beth Rabbah maintenant? Ah, regardez, des difficultés particulières. Je ne vais pas dire que Challenge particulier. moi, ce que j'ai vu pendant depuis que je suis en Shlichut, c'est que on a tous à peu près les mêmes challenges, les mêmes edgarim, tous les shlochim, des problèmes. Il faut fermer le budget, faut avoir des fonds, il faut attirer les gens, il faut avoir des programmes qui sont enrichissants. Tout ça, on passe, on est équipé pour ça, on nous a éduqués pour ça. Vous me demandez, c'est quoi la chose la plus dure en shlichut? Je vais vous dire, c'est personnellement ce que je pense la chose la plus dure pour les shluchim qui sont outre-mer, qui sont un peu loin, c'est quand vous devez vous séparer des enfants. Quand à partir de 12 ans, 13 ans, vos enfants doivent partir de la maison, ça, je pense que c'est la chose la plus difficile pour des parents. Parce que, vous vous retrouvez tout d'un coup, paf, tout seul, et tout d'un coup, vous recherchez votre fils ou votre fille qui était en général là, vous les cherchez autour de vous, or qu'ils sont à Paris ou ils sont à la Yeshiva. Je pense que ça, c'est la chose la plus dure. Tout le reste, c'est des choses qu'on est équipé pour ça. Amener du lait caché, chercher de l'argent, attirer des gens, on est là pour ça. Mais se séparer des enfants à un bas âge comme ça c'est la chose, je pense, la grande Messirat Nefesh de Shlochim. Aujourd'hui, tu vas dans d'autres pays, il habite à Paris ou il habite là. Bon, il a ses enfants à côté de lui, même si des fois il doit les envoyer, mais il a d'autres enfants. Mais des fois, dans des endroits pareils, tu n'as pas le choix. Tu as un moment, tu dois les envoyer. De l'autre côté, la plus grande satisfaction en Shlichut, ou en particulier à Kinshasa? La plus grande satisfaction en Shlichut, je pense que c'est le fait qu'on fait le travail que le rabbi nous a enjoint de faire. Et souvent, on a des fois des retombées. Tout d'un coup, il y a un type qui t'appelle que tu n'as pas vu depuis longtemps ou que tu as même oublié. Et tu sais, je mets les tefilines. D'ailleurs, quelqu'un aujourd'hui qui habite Mamash dans un pays en Afrique que je visite de temps en temps, et il m'a envoyé un mail, il m'a envoyé un WhatsApp, je lui ai envoyé Shana Tova. Je veux dire, il n'y a pas de juifs là-bas, il y a peut-être 8 juifs
qui sont vraiment loin. Alors, il me dit, je voulais te dire que je mets les tefilines tous les jours depuis plus d'un an et qu'à force, je connais le schéma Israël par cœur. Quelqu'un qui est loin, il n'a aucune raison de mettre des tefilines. Il n'y a rien autour de lui. Il y a qu'un monde vraiment très non-juif, si je peux dire. Et ça fait plaisir quand tu entends une chose comme ça. Et de temps en temps, beaucoup de fois, on reçoit des bonbons pareils qui, je pense que c'est sûrement de là-haut que ça vient pour nous donner un petit coup de pouce de temps en temps. Alors, comment est-ce que le rabbi vous motive maintenant? Comment est-ce que le rabbi nous motive tout? Le rabbi nous motive le fait qu'on voit dans chaque chose qu'on fait, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir, ne pas voir le rabbi. Comme quelqu'un m'a dit une fois, il m'a dit, vous êtes complètement à contre-courant. Complètement. Vous avez tout contre vous. Quand quelqu'un il vient dans un pays comme en Afrique, où les gens sont là que pour travailler, les gens sont là que ils sont pas là, c'est pas qu'ils vivent avec leur famille, ils sont là pour travailler. Et tu es là et tu les amènes à table, tu les amènes à un shiur, tu les amènes à une fila, tu les amènes à avoir un certain regesh à l'intérieur d'eux. Je pense que c'est la chose la plus belle que l'on puisse espérer d'une shlichut. Et ça vient tellement naturellement qu'on ne se rend même pas compte des fois combien c'est à contre-courant et quelle force et quel le rabbi a mis dans nous pour pouvoir amener ces gens-là à venir à la synagogue, à venir à la shul, à avoir un feeling, comme on dit en français, avoir des rêves, on dirait en yiddish, pour le judaïsme. Une fois, j'avais un juif qui n'a jamais mis les pieds en Israël. Il avait 70 ans, un juif qui était assez âgé. Et il était en Israël, il n'allait jamais à la synagogue. Et il était très loin, vraiment très loin. Mais il parlait hébreu. Un jour, il vient chez moi, il veut étudier avec moi. Je m'assois, j'étudie une sikha avec lui du rabbi. C'était sur le fait, et pendant ça, il s'est mis à pleurer. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, parce que je n'ai jamais ressenti des choses comme ça, comme aujourd'hui. Il s'est mis à pleurer comme un enfant. Et après, Kippour, il était ici, il était à la chaude. Ah. Hashem, c'est super. Quel est le rôle que la shlucha joue dans votre shlichut? Si la shlucha n'est pas là, la shlucha, c'est notre raison d'être. Si on dit toujours la shlucha, c'est elle qui dirige tout. Peut-être qu'on ne voit pas tout le temps, mais des fois, d'abord, ça se sent. Mais je sais que, en tout cas, chez moi, chez nous, la shlucha, c'est elle qui. D'abord, c'est elle qui éduque les enfants. C'est elle qui donne le ton dans le Talmud Torah. Nous, ma femme a fait des années le Talmud Torah pour les enfants comme une école. Ça veut dire, pas Talmud Torah, tu viens, tu apprends une chanson et tu parles. Maman, ils ont appris à lire, ils ont appris à écrire, ils ont appris des minagim, des coutumes juives. Et les parents sont fiers de ça. Les parents, quand tu prends leurs enfants, tu t'occupes de leurs enfants, tu les as. Les parents, même si eux ne font pas, mais pour eux, le fait que les enfants font, c'est tout. Tu leur as tout donné. Et je pense que les shluchot ont le plus grand rôle, à part le fait que nous, on est en rapport avec tout le monde. Donc, on rentre, on sort, mais la femme, elle est beaucoup plus liée un peu sous la table, elle est à la maison. Elle travaille à partir de la maison, elle travaille à l'intérieur. Et c'est sûr qu'elle mérite, toutes les shluchot méritent d'être couronnées plus que les shluchim. Chazak. J'ai quelques photos que je voudrais montrer. Peut-être que tu peux nous dire de quoi il s'agit. Alors, Hanouka, on a fait. La famille, on a vu. Alors, ça, c'est bientôt Sukkot. Je ne sais pas si vous voyez déjà. Ah oui, ça, c'est le cas. Donc, vous voyez, elle est climatisée. La première année que j'étais en Afrique, je n'ai pas mis de climatisation et puis c'était impossible de rester dans la souka. C'était suffocant. Je ne sais pas, peut-être à Miami, ça doit être le même cas, je ne sais pas. Peut-être, oui. On est obligé d'avoir. Donc, ça, c'est un juif qui est venu, qui est arrivé. Ce juif-là, il est arrivé, c'était un cadeau qui m'est tombé
Deuxième jour de Rosh Hashanah. À la fin de Rosh Hashanah, il tape à la porte et il me dit bonjour, je suis là. Voilà. Donc, à Sukkot, il avait raté tout Rosh Hashanah. Bon, il s'est rattrapé à Sukkot avec lui. Alors, ça c'est... Ah, ça, c'était des gens, des personnes qui veulent. Ce sont des donateurs africains du Congolais qui veulent offrir un building afin qu'on puisse faire quelque chose de caritatif, une œuvre charitable dans ce building-là. On est en train de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a dans ce building-là, ou une école de métier pour les enfants de la rue, les enfants défavorisés. Donc, c'était un meeting que j'avais avec eux. La dame est une très grande fervente d'Israël. Elle jure que par Israël, elle jure que par les Juifs toute la journée, Madame Petronel. Ça, je ne sais pas si c'est la Fabregan ou cela pour une raison particulière. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous voyez, il y a des fruits tout autour. Oui, c'est ce que je me suis dit, il y a des fruits. C'était tout Bishvat. Donc, Ça, c'est à Betravad, ça se passe à Betravad? Oui, oui, c'est dans la chose du Betravad, exact. Ok. Alors, ce monsieur. Ça, c'est aussi un grand activiste congolais qui adore Israël. Je pense qu'il a d'ailleurs dans son t-shirt congolais. Je ne vois pas ici petit, mais c'est une personne qui aime beaucoup, beaucoup le peuple juif. La Shrita en a vu. Donc, ça, c'est la souka climatisée. C'est une petite soirée dans la souka, ça, oui, exactement. Souka de l'extérieur. Alors, ça, on dirait une yeshiva. On dirait une yeshiva comme en Israël, comme partout. Exactement, c'est la yeshiva. On avait des bachorim. On avait entre 10 et 12 bachorim. Donc, ils étudiaient toute la journée normale, comme à la yeshiva à New York, 7h30 du matin, après Shachrit. Alors, on a dû faire, afin d'accommoder la communauté, pour qu'elle puisse, on a dû mettre l'horaire de la yeshiva comme au camp. On mettait 2 heures. Il y avait l'heure de la ville et l'heure de la yeshiva. Donc, l'heure de la yeshiva était 1 heure avant, afin qu'ils puissent étudier Chassidut avant la tefila. On a eu la yeshiva pendant 5 ans. J'ai dû l'arrêter parce qu'il y avait quelques problèmes politiques au Congo. Et c'était un problème de prendre sur soi qu'est-ce qui allait être, mais éventuellement, on recommencera peut-être avec moins que 12 personnes. On n'a pas besoin tellement de bachorim. Mais c'était pendant 6 ans, on a eu les bachorim qui ont mis une belle ambiance dans la yeshiva. Super, ça c'est nous. Dans la ville. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous souhaiteriez que les gens comprennent mieux sur Chabad? Alors, c'est une bonne question. Qu'est-ce que les gens comprennent sur Chabad? Je pense que c'est comme une fois quelqu'un s'est levé au Bet Chabad et il a dit à tout le monde vient pour Shabbat, il voit une très belle table de Shabbat qui est mise et ils disent, oh, on avait mangé, c'est bien. Tout le monde remercie, tout le monde est bien poli. Merci, mais il a dit, mais est-ce que vous savez, pour arriver à cette table, toutes les choses qu'il faut faire, les courses qu'il faut faire, l'argent qu'il faut prendre, même oublie l'argent, les cours, va acheter tout ça, va surveiller, va cuire, va appeler, va disposer. Vous savez, qu'est-ce qui se passe avant? C'est nous, on vient, on mange 30 minutes, 40 minutes, bac, c'est fini, au revoir. Ce n'est pas un merci comme ça. Ce sont des choses qui sont recherchées. Alors, je pense que les gens, ils devraient, ce qu'ils devraient comprendre, combien les shluchim se donnent et pour la shlichut et voir soutenir un peu les shluchim un peu partout dans le monde. Ok. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Ah, j'essaierai d'enlever comment le rabbi dit, le voile de l'exil du monde qui obstrue notre vue et qui nous laisse un peu patauger dans la mare de l'exil. Si j'avais cette baguette magique, j'aurais fait ça. Je pense qu'on serait alors au niveau, c'est ce que Mashiach devrait faire. Okay. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, de voir, comme le rabbi disait, le monde avec des yeux
avec de meilleurs yeux, des yeux de juifs. OK, Amen. Très bientôt. Des souhaits, des espoirs pour la communauté dans les années à venir? Eh bien, écoutez, je souhaite toujours que on puisse avoir le même push, le même incentive qu'on avait le premier jour qu'on est arrivé, de part et d'autre. Et vous savez, quand vous êtes dans des petites villes en Afrique, on a, c'est vrai, des gens qui, ça tourne. Mais il y a un challenge quand tu es toujours avec la même communauté et quand tu as une communauté où ça va et ça vient, une ville comme New York, une ville comme Genève, une ville comme ailleurs, il y a beaucoup plus de aller-venue. Là, il faut toujours recréer le lien. Donc, c'est ça que là où on a des partout, c'est pas qu'en Afrique, là où il y a des petites communautés, c'est un peu comme un couple, on doit tout le temps se remotiver et être mechadesh, ce lien-là, comme le premier jour. OK. Et des souhaits, des espoirs pour la famille? Pour la famille, ben, j'espère qu'on continue tous dans, dans ce que là où le rabbi nous a instruit et qu'on puisse passer ces temps qui sont assez obscurs un peu pour tout le monde. C'est vrai que ça a déboussolé pas mal de gens. Mais bon, grâce à Dieu, on a la Torah, on a le Torah du Rabbi, on garde la tête froide et on sait que les choses vont passer, on va arriver à bon port. Amen. Okay, c'est bonne chose, que tout se passe bien. Amen. Avant qu'on se dise au revoir, même si Chassidim ne dit jamais au revoir, mais un dernier message à faire passer avant Rosh Hashanah, un mot à partager avec nous. Je pense que, comme on a dit tantôt, je suis en Israël, il y a quelques expressions qui coulent ici, qu'on entend, on dit qu'ici, il faut être l'Isrom. C'est quoi l'Isrom? Tu arrives des fois devant une situation qui est statique. Tu ne sais pas ce qui va voir. C'est comme quand tu nages. Tu nages, il y a une vague du présent qui peut te prendre. Laisse-toi des fois bercer par cette vague. Ne te bats pas avec ça. Continue à faire ce que tu dois faire. La vague va passer, les choses vont passer. Toi, reste au-dessus de la vague, laisse-toi bercer par cela et continue ce que le rabbi nous a enseigné, ce que la Torah nous dit de faire, et automatiquement, on verra que tout arrivera bien, que ce sera une Shana Tova en tout cas, une Ktiva Khatima Tova, tout le monde, dans tous les domaines, jusqu'à la venue de Mashiach, ça sera le but ultime et la solution et le but de toute notre shlichut, de toute notre avodah, Ramazan, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Très bon message. Merci beaucoup. Plein d'atslacha. Merci beaucoup. Merci à vous. Que de bonnes choses. Amen. Merci. Et bon, et que Mashiach arrive, que la vague soit pas trop longue. Amen. Merci. Amen. 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 Merci beaucoup. Kol tov.